un petit serpent déblé. Mais avant toute chose, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez quelle est son espèce? Même une espèce au pif, n'hésitez pas, avec un coup de bol. Non? C'est La une vipère? couleuvre. La couleuvre. Une couleuvre, plus précisément une couleuvre des blés. Voilà. Ou alors Pantherophis guttatus. Désolé, j'ai du mal à dire le nom. C'est un nom assez compliqué. C'est le nom scientifique qui est souvent écrit en latin. Voilà. Le nom scientifique, il a pour but en fait la classification des espèces. Toutes les espèces animales ont deux noms, un nom commun et un nom scientifique. Du coup, c'est pour pouvoir les classer. Par exemple, un nom assez simple et à retenir et assez drôle, c'est la pie qui est Pika Pika. Voilà. Alors, ce petit serpent peut faire entre 80 cm et 1,20 m de longueur, ce qui est déjà pas mal. La taille la plus grande enregistrée à ce jour, déjà c'est en élevage, et c'est 1,88 m. Voilà, donc ça fait un tout petit peu plus grand que moi. Voilà. Il faut savoir qu'il mesure entre 400 grammes et 500 grammes, à celui-là en tout cas. Dans la moyenne, ouais, c'est entre 500 et 600 grammes, et celui d'1,80 m, il pesait 700 grammes. Voilà. Donc, du coup, c'est assez léger. Voilà. Alors, ce serpent, il est originaire du sud des États-Unis. Nous, les Français, on a mal traduit son nom. Il s'appelle serpent des blés, mais normalement, il est censé s'appeler le serpent des maïs, parce que du coup, les agriculteurs du sud des États-Unis s'en servent pour du coup chasser tout ce qui est petits rongeurs. Et du coup, tout ce qui est nuisible dans leur champ de maïs. En gros, ils remplacent les chatons très mignons par des serpents aussi très mignons. Voilà. Voilà. Du coup, ce serpent, il a un lieu de vie très 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 varié. Il peut s'adapter à n'importe quel environnement. Par exemple, tout ce qui est marécage, un peu plus désertique, ou alors des milieux plus des plaines, etc. Il va pouvoir du coup s'adapter facilement pour pouvoir chasser par exemple des petits oiseaux qui sont en hauteur. Là, vous allez me demander, mais comment il fait pour chasser des petits oiseaux? Parce qu'il est au sol, il rampe, c'est assez compliqué. En fait, il va réussir à chasser ces petits oiseaux en grimpant sur les arbres, etc. Et il va se servir de son arête ventrale qui est juste ici. Là, tout ce qui est la partie en blanche, qui ressemble un peu à un caillou, on va dire. Voilà, ça c'est son arête ventrale. Et du coup, c'est grâce à ça qu'il va pouvoir s'agripper à n'importe quel obstacle. Grâce à ça aussi qu'il peut s'agripper à ma main sans que je la tienne. Là, je lâche complètement. En gros, on va dire que c'est les gros muscles principaux du serpent. Voilà. D'après vous, quel est le régime alimentaire de ce serpent du coup? J'ai dit deux petites réponses, c'est simple, juste avant. Le maïs? Non, pas de maïs. Non. Déjà, petit indice, c'est les carnivores. Les souris? Les petits mulots. Les souris, les mulots. Des petits rongeurs, des petits oiseaux. Il va aussi manger des petits lézards et des petits amphibiens. Voilà. En gros, il mange ce qu'il trouve. Là, vous allez me dire, mais comment il fait pour manger des petites souris, etc. Parce que malgré que la souris soit petite, ça fait quand même 2 fois, voire 3 fois la taille de la tête du serpent. Des œufs peut-être aussi. Non, il ne mange pas d'œufs. Du coup, la tête du serpent, elle est vachement petite comparée à sa proie. Mais c'est pas grave, tous les serpents en fait peuvent ouvrir jusqu'à 4, voire 3, voire 4 fois leur bouche pour pouvoir avaler leur proie. Il la met dans la bouche et après il avale et il digère dedans, non? Voilà. Il digère plus tard. En fait, il digère, il va mettre en moyenne 4-5 jours pour digérer. Voilà. Ça va, il est économique. Tant qu'on est encore sur l'alimentation, le serpent, il va du coup avoir un besoin nutritionnel là, lui, par exemple, c'est une fois toutes les 2 semaines. Voilà, il va devoir s'alimenter une fois toutes les 2 semaines. Et puis, autrement, plus c'est petit, ça va être, on va dire, plus c'est petit, on va les nourrir 2 fois par semaine. Ensuite, on va les nourrir 1 fois par semaine. Et plus ils vont grandir, en fait, ça va être 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, 1 fois toutes les 3 semaines, 1 fois tous les mois. Voilà. Par exemple, les gros pitons de tapis là-bas, du coup, non, ils sont pas là, ils sont au fond là-bas, je sais pas si vous les avez vus au début. Mais du coup, les gros pitons de tapis, ça va être 1 fois tous les 2 mois. Voilà. C'est un ça. Sauf que là, on va pas leur donner des petites souris, vous imaginez, on va leur donner des rats. Et il faut savoir que les souris qu'on donne en parc, ça va être des souris congelées, ou des rats congelés, déjà morts d'avance. On ne va pas leur donner une proie vivante, parce que déjà c'est dangereux pour l'animal, parce qu'il suffit juste que la souris se défende,
et du coup elle va la mordre sous ses écailles. Et là, ça va être très compliqué de soigner un serpent sous les écailles, du coup ça va pouvoir s'infecter, etc. Et ça c'est mauvais pour le serpent. Ça peut même causer des fois la mort. Voilà. D'une raison, il y a ça, et puis de deux, aussi, généralement, on n'a pas trop le droit de donner des animaux vivants en pâture, on va dire, à un autre animal vivant. On ne va pas donner une souris vivante, c'est de la maltraitance animale. Voilà. Si on donne une souris vivante dans un terrarium et que la souris, elle va se faire, on va dire, mordre, mais pas tuer tout de suite, elle va être blessée pour rien. Voilà. Et elle va mourir dans son coin toute seule, et le serpent va plus vouloir manger la souris parce que du coup, il ne va pas avoir son instinct primaire pour aller la manger. Voilà. Du coup, là, je vais vous faire un petit tour de plus près. N'hésitez pas à me dire si vous avez peur des serpents. Voilà. Oui, là, très bien. Ouais, vous êtes très bien là. Je vais faire un petit tour pour ceux qui veulent voir de plus près les serpents, pour vous montrer de plus près la raie. Et puis autrement, vous montrer le cloaque. Le cloaque, c'est par là qu'il va faire ses besoins, et c'est par là aussi qu'il va, du coup, qu'on va pouvoir déterminer son sexe. Parce que là, sur cette espèce de serpent, il n'y a pas d'attribut secondaire sexuel. En gros, sur cette espèce de serpent, on ne va pas voir de différence sexuelle entre le mâle et la femelle. Par exemple, imaginons chez le boa, il y aurait une différence de taille, et la femelle sera plus grosse que le mâle. Voilà. Sur ce serpent, le seul moyen de pouvoir voir si c'est un mâle ou une femelle, c'est d'enfoncer une sonde dans le cloaque et de voir du coup si c'est un mâle ou une femelle en fonction de l'appareil reproducteur. Voilà. Et du coup, c'est par là aussi que les femelles pondent leurs œufs, c'est par le cloaque. Voilà. Ils se reproduisent ici du coup Ici, oui, ils ont fait 2-3 élevages. Lui, il est né au parc. D'accord. Voilà. Alors, et il a quel âge? Celui-là, lui, il a 2 ans, 3 ans. Et ça fait combien de temps Ça peut vivre jusqu'à 5 à 6 ans en milieu naturel et 15 à 20 ans en captivité. Voilà. Ouais, c'est une bonne espérance de vie. Du coup, je vais vous faire un petit tour, vite fait. Et puis observez bien ce que fait le serpent quand il est. Et puis aussi, petite information, c'est à partir du cloaque qu'on peut voir la queue. Voilà. Donc en fait, le serpent, c'est pas une queue continue, ça c'est son corps. Et puis ici, à partir du cloaque, ici c'est sa queue. D'accord, ça va bien. Voilà. Et là, il s'est emmêlé avec son cloaque. Attendez. Hop. Là, vous pouvez voir, il est vraiment inoffensif. Tchac. Et le cloaque. Tchac. Du coup, c'est par là qu'on peut voir si c'est un mâle ou une femelle, ou par là qu'il fait ses besoins et qu'il pond ses œufs. C'est par là qu'il va pouvoir apporter un peu, etc. Et puis là, il s'est encore emmêlé. Voilà, c'est par là, du coup, c'est le cloaque, c'est par là qu'on va pouvoir voir si c'est mâle ou femelle qui pond ses œufs et qui fait ses besoins. On peut voir que tout là, du coup, c'est son corps. Et à partir de là, c'est sa queue. Vraiment ce qu'il pense. Voilà. Là, même quand il me... là, il ne me regarde pas, mais non, il ne s'arrête pas. Oui, il tire la langue. Et d'après vous, c'est pourquoi? C'est pour se protéger? Non, c'est pour sentir. D'accord. Oui. En gros, il faut savoir que le serpent a une très 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 mauvaise vue. De là, il ne me voit pas. Il va juste voir une grosse tache floue bleue. Voilà. Donc du coup, ça peut la pleurer, etc. Et voilà. Alors il faut savoir que du coup, le serpent, pour chasser, il va se servir de sa langue pour pouvoir sentir, parce que ses narines, du coup, ne vont pas sentir les odeurs, ses narines, c'est juste pour respirer. Voilà. Cette langue, c'est une langue qu'on appelle une langue bifide. C'est une langue scindée en deux, qui va pouvoir capter les molécules de l'air, les molécules d'odeur de l'air. Les molécules d'odeur de l'air vont se poser sur sa langue, et quand sa langue va rentrer dans sa bouche, dans son palais, tout en haut du palais, il y a un organe qui s'appelle l'organe de Jacobson qui va transcrire ces molécules du coup en odeur et en visu. Voilà. Donc du coup, l'organe de Jacobson, si on voit la tête, c'est plus vers le haut. Voilà, Bon, après, du coup, c'est à l'intérieur de la bouche. Je ne vais pas lui ouvrir la bouche. Voilà. Du coup, ça mord? Celui-là, non, vraiment, regardez, je peux mettre ma main devant, il ne va pas me mordre. Voilà. Voilà. Ouais, c'est inoffensif. Ouais, inoffensif. Pas pour l'homme, quoi. Pour l'homme, ouais. Pour les petits souris, un peu moins. Voilà. Mais du coup, il va du coup se servir de ça. Pour vous donner un petit exemple, on va dire assez simple, bon, ça va être un peu grossier ce que je vais dire parce que c'est pas vraiment la réalité, mais un serpent, du coup, quand il va bouger la langue, les molécules vont se poser et il va voir, du coup, imaginons un côté il y a nous, un côté il y a le serpent.
Il va voir de l'autre côté, c'est bleu, comme un lin, parce que du coup, nous, on n'a pas l'odeur de sapin, on n'a pas la même chaleur que ces proies, et on n'est pas humide, etc. Donc, voilà. Mais sauf que bah, du coup, sa proie, il va la voir, on va dire, en moitié en violet. Voilà. Et du coup, il va se diriger toujours vers le violet. Même si c'est pas du tout, c'est pas comme ça qu'il voit, mais voilà. C'est pour du coup vous expliquer plus facilement. Il faut savoir que ce serpent, il a aussi une oreille interne. Une oreille, du coup, on voit qu'il n'a pas trop d'oreilles ici. Une oreille interne, c'est du coup à l'intérieur de la tête ou du corps. Il va entendre tout ce qui est infrason et tout ce qui est vibration. Voilà. Donc du coup, par exemple, imaginons, je tape très fort du pied, bah, ça va le faire paniquer. Voilà. Surtout s'il est au sol. Voilà. Et du coup, bah, par exemple, quand vous allez dans les champs, etc., et que, je sais pas si on vous a déjà dit une fois, ouais, taper très fort des pieds, ça va faire peur aux vipères. Bah du coup, c'est pareil pour tous les serpents. Même si, bon, ça ne fonctionne pas forcément tout le temps, parce que les serpents, généralement, quand ils vous voient, bah, ils se cachent ou alors ils partent. Voilà, parce que bah, leur objectif premier, du coup, c'est de fuir au danger, et pour eux, vous êtes un danger, parce que vous êtes plus grand que lui, et plus fort que lui. Vous pouvez le soulever d'une main, il ne va rien pouvoir faire pour lui. Voilà. Alors, il faut savoir que ce serpent, il est diurne. Pour discerner les serpents diurnes et nocturnes, en gros, les serpents diurnes, ils ont une langue rouge, et les serpents nocturnes, ils ont une langue bleue. Voilà, c'est pour, en gros, en fonction de l'année, que les proies ne puissent pas voir forcément la langue, etc. C'est une question d'anatomie. Voilà. Donc, du coup, quand vous verrez un serpent tirer la langue, vous saurez si c'est un nocturne ou un diurne. Alors, nocturne, pour ceux qui ne savent pas, c'est du coup ceux qui sont actifs la nuit, et diurne, c'est ceux qui sont actifs le jour. Voilà. Il faut savoir que tous les serpents fonctionnent à la chaleur. Donc du coup, à la chaleur, c'est très bizarre dit comme ça, mais en gros, un serpent, ça va se poser sur un rocher, ou un caillou, ou un endroit, au soleil, et du coup, ça va s'emmagasiner la chaleur, du coup, pour pouvoir repartir le soir, ou plus tard dans la journée, pour chasser tout ce qui est petite souris. Donc du coup, imaginons que vous voyez un serpent qui est immobile par terre, faut pas s'approcher. Déjà, c'est une espèce sauvage, faut pas s'approcher parce que sinon elle va paniquer, elle va partir, et c'est mauvais pour l'animal. Il faut toujours respecter une distance de sécurité. Et puis, il ne faut pas s'inquiéter non plus parce que le serpent, bah, il n'est pas mort, il est juste en train de prendre un bain de soleil. Voilà. Il faut savoir que ce serpent, il est très répandu en élevage. On va dire que c'est le starter pack pour ceux qui veulent commencer les élevages de serpents. Voilà, c'est parce qu'il est très facile à nourrir. Et du coup, bah, très facile à la reproduction, très facile à entretenir. Puis comme je vous l'ai montré juste avant, inoffensif. Voilà. Même s'il mordait, c'est comme, on va dire, des petites canines de chaton, c'est des dents pleines. Donc du coup, s'il me mord, il n'y a rien. Voilà, genre c'est comme la douleur, c'est la douleur d'un vaccin. Voilà, c'est aucune douleur. Voilà. Du coup, il peut y avoir plusieurs mutations différentes. La mutation, c'est la couleur. La mutation naturelle de ce serpent est marron avec des petites taches jaunes. Voilà. Lui, c'est une mutation orangée, même plus qu'orangée parce que c'est orange avec des taches oranges. Donc voilà. Et puis du coup, bah, c'est très facile, on va dire, bah, pas pour tout le monde, mais pour du coup les éleveurs, de jouer avec la génétique du serpent et de choisir une couleur en fonction du serpent qu'ils veulent. C'est pour ça que ce serpent est vachement prisé du coup, c'est parce que tu peux choisir la couleur que tu veux. Voilà. Bon, il ne va pas exister en violet, parce qu'un serpent violet, ça n'existe pas forcément. Voilà. Rose. Voilà, Rose. on peut se poser une question. Rose. Voilà. En rose fluo, bref. C'est vachement pratique pour chasser. Jaune fluo. Ouais, jaune fluo non plus. Voilà. Donc, du coup, d'après vous, pour finir, d'après vous, est-ce que ce serpent est venimeux ou il n'est pas venimeux? Non. Non, venimeux. Non. Il n'est pas venimeux parce que bah, déjà c'est une couleur. Et, bah, et puis je ne m'amuserai pas comme ça. Ça mord quand même. Comment? Ça mord quand même. Oui, bah, tous les serpents mordent. Mais déjà pour qu'un serpent vous morde, soit il faut le bloquer. Ouais. Et genre vraiment marcher dessus sans faire exprès, les serpents ils sont en danger de chaque. Mais franchement, déjà le serpent, normalement il est parti avant, sauf s'il est malade. Voilà. Ou alors faut prendre le serpent comme ça par la queue et le tourner comme ça. Quoi. Genre, vraiment, ouais, faut pas faire un truc qu'il aime bien. Quoi. On fait pas un tour, quoi. Oui, voilà. On fait l'hélicoptère. Voilà. Ou alors, ouais, c'est là où nous on a plus de risque de se faire mordre, les éleveurs de serpents, c'est de toucher du coup la proie, la proie du serpent, c'est-à-dire une souris, et qu'on se désinfecte pas les mains après. Et si on bouge la proie du coup, la main devant, bah, il va penser que c'est une souris parce que comme je vous l'ai dit juste avant, il a une vraie vision, il fonctionne à l'odeur. Notre main a l'odeur de la souris, elle bouge, ça va activer son instinct primitif.
Voilà. Oui, mais s'il était venimeux, s'il était venimeux, vous le prendrez pas comme ça. Ah bah justement, je vais vous expliquer. Venimeux, ah oui, déjà je ne manipulerai pas comme ça. Déjà, ça serait avec des crochets loin. Mais il faut savoir que déjà, venimeux, c'est une technique de chasse, c'est pas une technique d'attaque. Voilà. Donc du coup, il va s'en servir sur ses proies quand il va vouloir manger. Et venimeux, le serpent venimeux va pas forcément utiliser son venin tout le temps, à chaque fois qu'il mord, parce que ça a une quantité de venin très limitée. Voilà. En gros, on va dire que ça va utiliser une fois, deux fois son venin, après il ne pourra plus utiliser son venin après une certaine durée en fonction de son besoin nutritif. Voilà. Par exemple, imaginons le serpent mord, je sais pas moi, il va voir un caillou, il a envie de le mordre, paf, voilà, il est venimeux, ça va jamais être ça, mais imaginons il utilise son venin, bah, il va être très facile à capturer, ça va être comme un ver de terre, et il n'a plus de venin, donc du coup, soit il va mourir de faim, soit il se fait attaquer par une proie très facilement. Voilà. C'est pour ça que le serpent venimeux, généralement, quand il va vous mordre, c'est du bluff. Il faut quand même faire attention, il faut toujours avoir un esprit venin, check, là. Surtout ne pas aspirer du coup le venin avec la bouche, parce que du coup il y a le venin dans la jambe, du coup imaginons que vous faites mordre dans la jambe et dans la bouche. Du coup ça accélère le processus d'envenimement. Voilà. Du coup, si lui il n'est pas venimeux, qu'est-ce qu'il pourrait être? C'est quoi cette technique de chasse? Oui. Et ça s'appelle la constrictorisation. Mais oui, la constrictorisation, en fait, c'est le principe d'étranglement. En gros, il va s'enrouler autour de sa proie et clac, il va serrer un coup fort. Du coup, soit ça va briser la nuque de l'animal, soit ça va l'étouffer. Et s'il voit que l'animal il est toujours en vie, bah, c'est pas un monstre, le serpent. Il va donner un coup sec et du coup, ça va tuer l'animal sur le coup. Et puis ensuite, une fois qu'il sera mort, parce que déjà il peut sentir le pouls grâce à ses écailles de l'animal, une fois que l'animal sera mort, il va l'avaler dans un sens de la tête au pied. Parce que s'il avale dans le mauvais sens des pieds jusqu'à la tête, imaginez, et il y aura un phénomène de régurgitation où ça va mal passer. Et si le serpent régurgite, en fait, il ne va pas se rendre compte qu'il n'a pas mangé du coup. Pour lui, il a mangé, et en fait non, parce que son aliment il est par terre. Régurgiter, c'est cracher quoi. Et du coup, il va faire comme s'il avait mangé, et du coup, il va peut-être mourir, il va pouvoir mourir de faim, etc. Bon, après, généralement, il chasse avant, mais du coup, c'est mauvais pour eux de régurgiter. Voilà. Et là, si vous le mettez autour de votre cou? Comment? Si vous le mettez autour de votre cou? Bon, je vais pas le mettre autour du cou, parce que déjà, la question de sécurité. Bonjour. Question de sécurité pour le serpent. Parce que moi, avant de le manipuler, j'utilise un gel antibactériologique. D'accord. Déjà pour supprimer tout ce qui est bactéries et tout ce qui est acaries, les parasites externes. Parce que les serpents, du coup, c'est un animal qui est très sensible à ça. Donc imaginons je le mets autour de mon cou, j'ai des acariens sur le cou, j'ai voilà, des petits trucs sur le cou. Et le serpent, ça se voit pas comme ça, mais après au bout d'un moment il ne peut pas être bien, et puis ses murs vont mal se passer, et puis voilà. D'accord. Bon, du coup j'ai fini mon animation de serpent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez voir le serpent de plus près aussi, n'hésitez pas. La température de l'environnement. Là, il fait chaud ici, donc du coup ça va être assez chaud. S'il est dehors et que je laisse un peu dehors, il va être un peu plus froid. Et voilà. On va dire que c'est une sorte de carapace pour qu'il puisse garder sa température à l'intérieur. Voilà. Et c'est très agréable de toucher. Après, ça dépend des gens. Voilà. Je vais essayer. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, moi ça va.